Tu crois peut-être que la fidélité à toi-même est la plus noble des vertus, le socle sur lequel tu peux bâtir une existence cohérente et digne. On t'a appris qu'il fallait rester fidèle à tes valeurs, défendre ton authenticité comme un bastion imprenable. Pourtant, il existe une vérité que peu osent approcher. Rien n'est plus dangereux, rien n'est plus puissant que l'homme qui a trouvé le courage de se trahir. La vraie souveraineté ne naît pas d'une loyauté aveugle à ce que tu crois être, mais d'une métamorphose radicale où tu acceptes de renier ton ancienne peau. C'est dans cet arrachement intérieur que se forge la liberté la plus impitoyable. Tu vas découvrir pourquoi la trahison de ta propre nature n'est pas une déchéance, mais une libération. Pourquoi l'authenticité peut devenir une prison dorée. Et comment ceux qui règnent ont d'abord détruit l'homme qu'ils étaient. Si ces mots te dérangent, c'est qu'ils touchent une faille que tu refuses de regarder. Écris en commentaire cette phrase. Je trahis mon ancienne peau pour devenir plus grand que moi-même. Et si tu ressens que cette vérité t'appelle, abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin. Car tu entendras une révélation que peu osent t'affronter et qui pourrait changer ta perception de toi-même pour toujours. Depuis des siècles, la plupart des philosophies ont cherché à préserver une illusion, celle que l'homme possède une nature stable et qu'il doit la défendre à tout prix. Les stoïciens parlaient de cohérence intérieure, les moralistes prônaient la fidélité aux principes, et la modernité a sanctifié l'authenticité comme un idéal indiscutable. Mais au cœur de la Renaissance, un homme a eu le courage de dire l'inverse. Niccolò Machiavel, exilé, conspué, réduit à la solitude et au silence, a observé le monde sans le filtre des illusions. Il a compris que la constance est souvent un luxe que le pouvoir ne peut pas se permettre, que la capacité de trahir son ancienne nature est la condition première de toute conquête. Plus tard, Nietzsche reprendra cette intuition. Celui qui veut devenir ce qu'il est doit d'abord détruire ce qu'il croyait être. Avec le temps, cette vérité a été enterrée sous des couches de confort moral et d'idéalisation de soi. Pourtant, elle continue de hanter ceux qui ressentent que l'authenticité sans transformation n'est qu'un piège subtil. Aujourd'hui, à une époque qui glorifie la transparence et la cohérence, redécouvrir cette idée est plus urgent que jamais. Avant que tu entendes ces principes, je veux que tu comprennes une chose. Tu ne pourras pas les écouter comme un simple spectateur. Chacun d'eux va t'obliger à examiner les fondations mêmes de ta loyauté envers toi-même. Ici, il n'est pas question d'opinion, mais d'opération intérieure irréversible. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que la fidélité à toi-même est une prison déguisée. On te l'a enseigné comme une vertu suprême. Reste fidèle à tes valeurs, défends tes convictions, sois toujours le même malgré les épreuves. Mais cette fidélité apparente est un piège subtil, car elle te condamne à rejouer sans fin le même rôle jusqu'à l'épuisement. Ce que tu appelles ton authenticité n'est souvent qu'une armure forgée par tes peurs, la peur de décevoir, la peur d'être rejeté, la peur d'avouer que tu as changé. Chaque fois que tu refuses de trahir ce que tu étais, tu te coupes de la possibilité de devenir ce que tu pourrais être. C'est dans cette loyauté à ton passé que se niche la plus insidieuse des faiblesses, le refus d'évoluer sous prétexte de cohérence. Machiavel observait que ceux qui ne savaient pas se renier finissaient broyés par les circonstances. Ils s'accrochaient à leurs idéaux comme à une planche pourrie au milieu d'une mer en furie. Tu crois peut-être que rester le même te rend plus fort, mais c'est l'inverse. Tu te condamnes à l'immobilité, et l'immobilité est toujours le prélude à la ruine. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que l'adaptation radicale est ton seul levier contre le chaos. Regarde attentivement l'histoire. Aucune puissance ne s'est jamais construite dans la répétition. Ceux qui ont survécu, ceux qui ont conquis, ceux qui ont dominé, ont tous accepté de muter sans scrupule, de se transformer au point de devenir méconnaissables, même pour eux-mêmes. Tu peux appeler cela duplicité, opportunisme, absence de colonne vertébrale. La vérité est plus nue. L'adaptation extrême est la condition vitale de la souveraineté. Tu vivras toujours entouré d'aléas, de forces qui ne respectent ni tes convictions, ni tes habitudes. Si tu refuses d'évoluer, tu seras broyé par ce qui se déplace plus vite que toi.
Ce n'est pas une trahison que de changer. C'est un instinct supérieur, celui qui fait la différence entre le survivant et le spectateur. Plus tu acceptes d'abandonner tes certitudes, plus tu élargis l'espace où ta volonté peut agir. Ceux qui t'observent ne comprendront pas toujours ce mouvement. Ils croiront que tu t'es perdu. Mais en réalité, c'est dans l'abandon volontaire de ton ancienne forme que tu trouves la seule liberté qui compte, celle d'écrire ton destin sans demander la permission à ta mémoire. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que le sacrifice symbolique est l'acte fondateur du pouvoir. Avant de songer à conquérir quoi que ce soit autour de toi, il te faudra accepter de livrer en offrande ce que tu croyais non négociable. Ton confort psychologique, tes certitudes affectives, cette histoire que tu répètes à tous pour expliquer qui tu es. C'est une mort sans violence apparente, mais elle consume ce que tu avais pris l'habitude de protéger. Les plus grands stratèges n'ont pas seulement détruit des royaumes ennemis, ils ont commencé par faire disparaître la version d'eux-mêmes qui craignait encore l'inconnu. Napoléon a dû trahir sa fidélité à son origine pour se croire digne d'un empire, César a dû piétiner les pactes qu'il avait juré de respecter, Machiavel a dû renoncer à sa réputation pour écrire ce qu'il savait vrai. Ce sacrifice n'a rien de romantique. Il isole, il ronge, il impose le vertige d'une identité qui se fissure. Mais sans lui, rien ne peut naître. Tu restes captif d'une forme ancienne qui n'a plus la force d'accueillir la puissance que tu convoites. Accepte de mourir symboliquement pour renaître. C'est le seul passage qui mène au seuil où ta volonté cessera d'être une hypothèse et deviendra un fait. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que la guerre intérieure est le véritable terrain de conquête. Tant que tu crois que l'ennemi est à l'extérieur, tu te racontes une histoire confortable, celle d'un monde hostile qui te résiste. En vérité, le premier champ de bataille est en toi, dans l'affrontement permanent entre tes pulsions archaïques et la discipline que tu prétends cultiver. Tu devras accepter que chaque ambition élevée déclenche une réaction de sabotage intérieur. La voix de tes doutes, la nostalgie de la sécurité, la paresse déguisée en sagesse. Se trahir soi-même, ce n'est pas céder à ces voix. C'est leur imposer un ordre nouveau, leur rappeler qu'elles ne sont plus souveraines. La guerre que tu mènes contre tes désirs est plus décisive que tous les conflits extérieurs. Si tu perds ici, tu perdras partout. Chaque victoire intime laisse des cicatrices invisibles, des habitudes brisées, des attachements arrachés, des illusions consumées. Mais c'est dans cette guerre silencieuse que tu forges une liberté qui ne dépend pas des circonstances. La paix que tu cherches ne viendra jamais d'un apaisement total. Elle naîtra de ta capacité à diriger le tumulte intérieur comme un stratège dirige ses armées, sans illusion de pureté, sans promesse de repos. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que la peur de disparaître te retient dans la médiocrité. Chaque fois que tu sens poindre l'envie de changer, de renoncer à ce qui t'a défini jusque-là, une angoisse sourde se réveille. Et si tu n'étais plus personne? Et si, en te trahissant, tu devenais une coquille vide, sans racines ni repères? Cette terreur est le mécanisme le plus ancien de l'âme. Préférer une identité douloureuse plutôt qu'aucune. C'est elle qui te murmure de rester petit, de maintenir intact le récit de tes limites, de refuser la métamorphose sous prétexte qu'elle est inauthentique. Mais en vérité, cette peur est le dernier verrou qui protège ta prison. Tant qu'elle te gouverne, tu restes un spectateur fasciné par ta propre inertie. L'homme qui a compris cela n'attend plus de se sentir prêt. Il avance malgré le vertige, conscient que ce qu'il risque n'est pas sa véritable nature, mais seulement un masque qu'il a appris à confondre avec son essence. Si tu veux régner sur toi-même et sur ta destinée, tu devras consentir à cette disparition partielle, accepter de te dépouiller de l'ancien pour faire naître l'inconnu. Dis-moi en commentaire, quelle est la peur qui verrouille encore ta transformation? Le sixième principe que tu dois comprendre, c'est que la lucidité extrême est le scalpel qui libère. Tu peux passer ta vie à changer de discours, à remodeler ton apparence, à multiplier les intentions nobles. Tant que tu refuses de sonder la racine de tes désirs, tu demeures prisonnier d'un théâtre intérieur dont tu ignores les coulisses. La lucidité
ne consiste pas à se juger ni à se condamner, mais à observer sans complaisance le mécanisme qui t'anime, la soif de reconnaissance, le plaisir de dominer, la peur de l'abandon. C'est un regard brutal, car il te dépouille des mythes qui rendaient supportable l'idée que tu étais pur, cohérent, irréprochable. Mais cette nudité psychologique est la condition pour transformer tes contradictions en levier. Celui qui ose cette transparence ne devient pas plus moral. Il devient plus efficace, car il n'est plus dupe de ses propres histoires. Les plus grands stratèges de l'histoire partageaient ce regard sans pitié. Ils savaient que l'hypocrisie la plus dangereuse n'était pas celle qu'ils affichaient aux autres, mais celle qu'ils se racontaient à eux-mêmes. Si tu peux soutenir ce miroir, si tu peux contempler tes ombres sans fuir, tu trouveras un espace de liberté où aucune illusion ne pourra plus t'asservir. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que la duplicité assumée est la clé d'une liberté absolue. Toute ta vie, on t'a répété qu'il fallait être cohérent, transparent, identique à toi-même en toutes circonstances. Cette idée rassure les consciences fragiles. Elle donne l'illusion qu'il existe un noyau pur qui ne doit jamais être corrompu. Mais la vérité est plus dérangeante. Tu n'es pas un bloc homogène, tu es un assemblage mouvant d'aspirations contraires, de masques successifs, de contradictions irréductibles. Tant que tu refuses cette complexité, tu restes vulnérable. Les autres savent exactement où te frapper, car tu ne tolères pas de t'écarter du personnage que tu joues. Celui qui accepte sa propre duplicité cesse d'être prisonnier du regard des autres. Il peut se réinventer sans éprouver le moindre remords. Il peut trahir ses anciens engagements sans se sentir coupable. Il peut disparaître derrière un masque, puis réapparaître sous une forme inattendue. Cette plasticité n'est pas une faiblesse. C'est la plus grande force qu'un homme puisse posséder. Car quand tu n'as plus peur d'être multiple, tu deviens imprévisible. Et l'imprévisibilité est l'arme la plus redoutable que tu puisses brandir face au chaos. Maintenant que tu connais les fondations de cette trahison nécessaire, il est temps d'aller plus loin, d'entrer dans les paradoxes les plus profonds et les significations cachées. Les 7 concepts qui suivent ne sont pas faits pour te rassurer. Ils vont te forcer à considérer que tu n'es pas seulement celui qui agit, mais aussi celui qui s'efface. Le premier concept que tu dois comprendre, c'est que le masque est un outil stratégique et non un signe de faiblesse. Depuis l'enfance, on t'a conditionné à croire qu'il faut être transparent, dire tout ce que tu ressens, montrer ton vrai visage en toutes circonstances. Mais cette sincérité permanente est une offrande naïve, faite aux regards hostiles. Elle expose tes failles. Elle rend prévisible chacune de tes réactions. Les hommes qui ont marqué l'histoire savaient que le masque n'est pas seulement une façade. C'est une arme. Il te permet de protéger ton noyau le plus intime, de semer la confusion, de garder l'avantage psychologique face à ceux qui croient te comprendre. Porter un masque ne signifie pas que tu n'es personne. Cela prouve que tu choisis ce que tu montres, que tu refuses de livrer ton essence aux interprétations d'autrui. La duplicité consciente est un art que peu maîtrisent, car elle exige un détachement radical. Tu dois accepter de n'être qu'un rôle parmi d'autres, et comprendre que parfois, ce rôle a plus de pouvoir que ta prétendue authenticité. Celui qui sait changer de masque sans perdre sa direction intérieure devient un stratège redoutable, un homme qu'on ne peut jamais entièrement capturer. Le deuxième concept que tu dois comprendre, c'est que l'effacement volontaire du passé est une force que peu osent convoquer. On t'enseigne à honorer tes souvenirs, à protéger la continuité de ton histoire, comme si elle était la preuve de ta valeur. Mais la vérité, c'est que ton passé est souvent un fardeau déguisé en identité. Il te rappelle sans cesse qui tu étais, ce que tu as échoué à devenir, la somme de tes renoncements. Si tu veux régner sur toi-même et sur ta destinée, tu devras parfois choisir d'effacer ces traces, non par lâcheté, mais par lucidité. Cet effacement n'est pas un oubli, c'est une décision froide de ne plus laisser l'ancien récit dicter la forme de ton présent. Les plus grands esprits ont tous su réécrire leur légende intime, recommencer comme si rien n'avait jamais été décidé, car celui qui s'accroche à ses cicatrices finit par les exhiber comme des trophées, et pendant qu'il contemple ses blessures, il cesse de créer. Quand tu acceptes de renoncer à l'idée que ton passé te définit, tu deviens capable de renaître sans permission,
de forger une histoire plus vaste que celle qu'on t'a assignée. Le troisième concept que tu dois comprendre, c'est que le pacte intérieur avec ta part d'ombre est indispensable si tu veux cesser d'être le prisonnier de tes contradictions. La plupart des hommes vivent dans une tension permanente. Ils affichent des principes vertueux tout en nourrissant des désirs qu'ils jugent indignes. Ils dépensent une énergie colossale à masquer ces élans obscurs, comme si leur simple existence menaçait de dissoudre leurs valeurs. Mais c'est justement cette censure intérieure qui les rend vulnérables. Ce que tu refuses de voir prend racine dans l'ombre et grandit jusqu'à t'imposer sa loi au moment où tu es le plus fragile. Faire un pacte avec ta part d'ombre, ce n'est pas céder à tous tes instincts, c'est reconnaître leur présence, comprendre leur logique, leur assigner une place précise dans ton architecture psychique. Ce pacte ne t'oblige pas à devenir esclave de tes pulsions, il te donne au contraire le pouvoir de les canaliser. Celui qui ose ce dialogue cesse de vivre dans la honte. Il sait que la lumière n'existe qu'en contraste avec la nuit. Et c'est ce réalisme impitoyable qui le rend capable d'agir sans trembler, quand la situation exige d'abandonner la morale pour préserver l'essentiel. Le quatrième concept que tu dois comprendre, c'est que la création d'un personnage supérieur à tes pulsions est l'acte le plus exigeant et le plus libérateur que tu puisses accomplir. Tu peux passer ta vie à réagir, à céder aux émotions du moment, à justifier chaque excès par l'argument trompeur de la sincérité. Mais cette spontanéité totale n'est qu'un autre visage de l'esclavage. Tu deviens l'otage de chaque peur, de chaque désir, de chaque caprice qui traverse ton esprit. Les hommes qui façonnent leur destin savent qu'ils doivent inventer un personnage plus vaste, plus stable, capable d'absorber ses agitations sans se dissoudre. Ce personnage n'est pas un masque passager, c'est une structure consciente, un socle sur lequel tu peux t'appuyer quand tes instincts voudraient t'éparpiller. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de refuser que ces mouvements intérieurs deviennent tes maîtres. Se trahir, dans ce contexte, signifie renoncer au confort d'une spontanéité sans filtre et assumer la responsabilité de te fabriquer comme on bâtit une forteresse, pierre après pierre, décision après décision. Car celui qui dépend de ses humeurs pour exister reste toujours vulnérable. Celui qui se construit un personnage qu'il choisit peut traverser la tempête sans renoncer à sa trajectoire. Le cinquième concept que tu dois comprendre, c'est que la patience froide est une arme invisible que la plupart n'ont jamais appris à manier. Quand tu entreprends de te transformer, l'impatience est ton premier ennemi. Tu voudras des preuves immédiates que tu es en train de devenir quelqu'un d'autre, des signes visibles que ta trahison de l'ancien toi porte déjà ses fruits. Mais la métamorphose est lente, parfois ingrate, et c'est précisément cette lenteur qui décourage les esprits faibles. La patience froide ne ressemble pas à une vertu tranquille, c'est une tension maîtrisée, une capacité à contenir l'angoisse du vide, sans chercher à la combler par des actions irréfléchies. Celui qui peut attendre sans se disperser, qui tolère le silence et l'inconfort d'un devenir incertain, possède un ascendant sur tous ceux qui cèdent à la précipitation. Les plus grands conquérants ont toujours cultivé cet art. Ne pas se dévoiler trop tôt, ne pas gaspiller leur force dans des gestes inutiles, attendre que le moment soit mûr pour frapper. Cette patience n'est pas un renoncement, c'est une concentration extrême de l'intention. Dis-moi en commentaire, que caches-tu derrière ton impatience ? Quelle peur essaies-tu d'étouffer quand tu refuses d'attendre ? Le sixième concept que tu dois comprendre, c'est que le détachement émotionnel est la clé qui ouvre la porte de la métamorphose. Tant que tu restes prisonnier des émotions qui t'assaillent, tu ne peux pas te transformer. Tu oscilles entre exaltation et culpabilité, entre colère et résignation, sans jamais trouver la clarté nécessaire pour décider froidement. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Il consiste à reconnaître chaque émotion comme un phénomène passager qui ne mérite pas toujours d'être pris pour une vérité. Si tu veux trahir ton ancienne nature, il faudra apprendre à regarder tes élans avec la distance d'un observateur, sans t'y identifier. Ce regard lucide est la condition pour agir sans te laisser submerger par les vagues intérieures. Car celui qui croit que sa colère ou sa peur est un ordre auquel il doit obéir
reste l'esclave de son propre théâtre psychique. Les plus grands stratèges ont cultivé cette capacité à ressentir intensément sans perdre leur équilibre. Ils savaient qu'une décision prise sous l'emprise de l'émotion est presque toujours une fuite déguisée en acte courageux. Si tu parviens à cet état, tu découvriras qu'aucune tempête affective n'a le pouvoir de t'arracher à ton axe. Le 7e concept que tu dois comprendre, c'est que la transcendance des étiquettes imposées est le dernier seuil avant la souveraineté véritable. Depuis ton enfance, on t'a collé des noms, des rôles, des diagnostics. Tu es sensible, tu es rationnel, tu es loyal, tu es fragile. À force de les entendre, tu as fini par les accepter comme une définition objective de ton identité. Pourtant, ces étiquettes ne sont que des conventions que tu as intériorisées par confort et par peur de l'inconnu. Si tu veux vraiment te trahir pour renaître, tu devras renoncer à ce besoin de cohérence qui te pousse à justifier chacune de tes pensées par un mot hérité d'autrui. Cet abandon est le plus déroutant. Il te plonge dans un espace où tu n'as plus de nom, plus de statut, plus de récits préfabriqués pour te rassurer. Mais c'est dans ce vide que naît la possibilité de te recréer selon ta volonté, sans demander la validation d'aucune autorité. Celui qui ose se libérer de ces catégories devient insaisissable. On ne peut plus l'assigner à un rôle, on ne peut plus le réduire à un concept, on ne peut plus l'enfermer dans une case. Il devient un être mouvant, conscient que la seule définition qui compte est celle qu'il se donne, et qu'il peut trahir quand elle ne lui suffit plus. Tu as entendu des idées qui, peut-être, ont ébranlé la façade de ce que tu croyais être. Mais si tu t'arrêtes ici, elles resteront des concepts abstraits. Maintenant, il est temps de descendre dans l'expérience concrète. 7 techniques et rituels qui te permettront de tester cette trahison et d'en mesurer la puissance réelle. Le premier acte que tu dois poser pour commencer cette transformation, c'est d'observer et de nommer tes contradictions quotidiennes sans chercher à les justifier. Chaque jour, prends un moment pour noter les écarts entre ce que tu affirmes et ce que tu fais, entre les valeurs que tu proclames et les pensées secrètes qui te traversent. Ne tombe pas dans le piège de la culpabilité. Il ne s'agit pas de te juger, mais de cartographier le territoire mouvant de ton identité. Cette lucidité est le socle de toute métamorphose, car tant que tu ignores la géographie de tes paradoxes, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Tu découvriras que beaucoup de tes certitudes sont des refuges bâtis sur la peur, et que la cohérence apparente que tu t'imposes n'est qu'un camouflage. En osant nommer ces contradictions, tu leur retires une partie de leur pouvoir, car ce qu'on accepte de voir cesse de diriger nos décisions en secret. Cette première étape peut sembler inconfortable, presque inutile, mais c'est dans ce miroir sans phare que tu trouveras l'énergie de te reconstruire sur des fondations plus honnêtes, plus solides et surtout choisies. Le deuxième acte que tu dois poser pour accélérer ta métamorphose, c'est de prendre une décision qui va délibérément à l'encontre du personnage préféré que tu montres au monde. Nous avons tous un rôle favori, un masque que nous portons plus volontiers, le conciliant, le fort, le rationnel, le sensible. Ce rôle te protège, mais il te limite. Il finit par déterminer ce que tu oses entreprendre et ce que tu t'interdis sans même t'en rendre compte. Choisis une action précise, petite ou grande, qui contredit cette façade que tu as pris l'habitude d'habiter. Si tu es connu pour ta prudence, ose un geste audacieux. Si tu cultives une image d'indépendance, accepte d'exprimer un besoin. L'important n'est pas le résultat, mais l'acte symbolique de fissurer le décor que tu appelles toi. Cette brèche volontaire affaiblira l'illusion que tu es condamné à toujours réagir de la même manière. Plus tu répètes cet exercice, plus tu constateras que ton identité est une matière malléable et que la vraie liberté commence le jour où tu refuses de n'être qu'un rôle confortablement rodé. Le troisième acte que tu dois poser pour éprouver la puissance de cette trahison consciente, c'est d'expérimenter le silence stratégique face au conflit. Trop souvent, tu cherches à défendre ton personnage préféré par des justifications immédiates, des explications nerveuses ou des réactions dictées par l'orgueil blessé. Pourtant, le silence est l'un des rituels les plus révélateurs.
Il t'oblige à ressentir l'inconfort de ne pas protéger ton image et à observer ce qui se passe quand tu retires le combustible émotionnel qui alimente l'opposition. Choisis une situation où tu aurais instinctivement pris la parole pour te défendre et impose-toi un silence attentif, sans ironie ni passivité résignée. Observe tes pensées, la peur d'être mal compris, l'envie d'être perçu comme irréprochable, la panique de ne plus contrôler la perception que l'autre a de toi. En acceptant ce vide, tu verras que tu n'es pas obligé de réagir pour exister et que ta valeur n'est pas suspendue à la validation immédiate. Ce simple exercice fait plus que désamorcer un conflit. Il ébranle la conviction que tu dois toujours incarner ton rôle préféré pour mériter le respect ou l'amour. Le 4e acte que tu dois poser pour approfondir ce processus, c'est de réécrire l'histoire de tes échecs en acte fondateur, plutôt qu'en preuve de ton inaptitude. Nous avons appris à porter nos erreurs comme des stigmates, à les rappeler avec honte ou ironie, pour montrer que nous avons retenu la leçon. Mais en réalité, chaque échec contient un potentiel de transformation qui ne se révèle que si tu changes la narration que tu en fais. Prends le temps d'isoler un souvenir douloureux, une décision qui t'a coûté cher, un moment où tu as cru trahir tes valeurs. Puis, rédige un récit nouveau, où cet événement n'est plus la confirmation de tes faiblesses, mais l'instant précis où tu as compris qu'il te fallait devenir autre. Cette réécriture n'est pas un mensonge, c'est un choix délibéré de ne plus être prisonnier d'un verdict figé. Tu découvriras qu'en transformant le sens de tes défaites, tu en extrais une force brute que personne ne pourra plus te contester. Et plus tu pratiqueras cet exercice, plus tu sentiras que ton passé n'est pas un poids inévitable, mais une matière vivante que tu peux modeler pour nourrir la personne que tu décides d'incarner. Le 5e acte que tu dois poser pour tester la plasticité de ton identité, c'est de pratiquer un renoncement volontaire, choisi non pas par contrainte, mais par lucidité. Chaque jour, tu t'accroches à des objets, des habitudes ou des relations qui confortent le récit que tu fais de toi-même, le passionné, le rationnel, le fidèle. Ce que tu possèdes et ce que tu répètes sont les piliers invisibles qui soutiennent ton personnage préféré. Choisis quelque chose qui te définit aux yeux des autres ou de toi-même et décide d'y renoncer pendant un temps déterminé. Peut-être s'agira-t-il d'un plaisir quotidien, d'une affirmation que tu répètes machinalement ou d'un attachement matériel qui rassure ton ego. Ce renoncement n'a pas pour but de t'appauvrir ou de te mortifier. Il est un acte symbolique qui brise le lien de dépendance entre ton identité et ce que tu crois indispensable. Tu apprendras que tu n'as pas besoin de tous ces repères pour exister et que plus tu acceptes de lâcher volontairement, plus tu gagnes en densité intérieure. Si tu ressens la peur ou la résistance, c'est la preuve que tu touches une zone de confort qu'il est temps de transgresser. Le 6e acte que tu dois poser pour élargir ton espace intérieur, c'est d'inventer un rituel de renaissance symbolique. Un geste que toi seul comprendras, mais qui marquera le point de rupture avec l'ancien toi. Les grandes métamorphoses ne se produisent pas seulement par accumulation de connaissances. Elles nécessitent un acte qui scelle ta décision dans la matière, qui imprime dans ton corps et dans ton esprit la conviction que tu ne reviendras plus en arrière. Ce rituel peut être aussi simple qu'un moment de solitude où tu prononces une phrase solennelle, un objet que tu détruis ou que tu enterres, un espace que tu quittes pour signifier que tu abandonnes une version dépassée de toi-même. Peu importe la forme qu'il prendra, il doit être choisi avec une intention claire, manifesté sans ambiguïté que tu consens à la trahison de ton ancienne nature. Ce geste ne sera pas compris par tous. Certains y verront un caprice, d'autres une faiblesse. Mais tu n'as pas besoin de leur approbation, car c'est à toi seul que tu devras rendre des comptes lorsque viendra le moment de mesurer ce que tu as osé devenir. Le 7e acte que tu dois poser pour explorer pleinement ta capacité à renaître, c'est de construire un alter ego, une version alternative de toi-même que tu pourras incarner quand la situation l'exigera. Cet alter ego n'est pas un masque grossier destiné à tromper les autres. Il est un laboratoire vivant où tu testes de nouveaux comportements, de nouvelles convictions, de nouvelles audaces. Donne-lui un nom, une intention, une qualité dominante qui tranche avec ton personnage habituel.
peut-être sera-t-il plus téméraire, plus détaché, plus incisif. Loin d'être une fuite, cet exercice t'apprend que ton identité n'est pas figée. Elle est un espace d'expérimentation où tu peux modeler des aspects que tu avais refoulés. Quand tu prendras l'habitude d'invoquer cet autre toi dans les moments cruciaux, tu découvriras qu'il ne te trahit pas. Il révèle simplement les parts de ta nature que tu avais bâillonnées pour rester prévisible. À mesure que tu renforces ce lien avec ton alter ego, tu ressens moins de peur face aux regards extérieurs, car tu comprends qu'aucune version de toi n'est définitive. Et c'est dans cette pluralité assumée que naît une souveraineté qui n'appartient qu'à ceux qui ont cessé de croire qu'il n'était qu'un seul et même visage. Tu es arrivé au seuil d'un territoire que beaucoup préfèrent contourner, celui où les certitudes s'effondrent et où l'on découvre que la cohérence n'est qu'un récit, une construction fragile qu'on défend parce qu'elle nous épargne la peur de devenir autre. Si tu regardes avec honnêteté ce que tu viens d'entendre, tu comprendras que la trahison de ta propre nature n'est pas un échec moral. C'est la condition invisible qui précède toute souveraineté authentique. Ceux qui t'ont fait croire qu'il fallait rester le même jusqu'au bout se sont trompés. La fidélité absolue à ton passé te condamne à répéter indéfiniment les mêmes défaites, à protéger les mêmes illusions, à porter les mêmes masques en prétendant qu'ils te définissent. Tu peux choisir de demeurer prisonnier de cette cohérence rassurante. Beaucoup le font, et ils appellent cela la maturité, la loyauté ou la sagesse. Mais si tu ressens un frisson en écoutant ces mots, c'est qu'une partie de toi sait déjà qu'il existe autre chose, un espace plus vaste où tu n'es pas contraint d'être fidèle à celui que tu étais hier, un espace où tu peux redevenir le créateur de ta propre forme, car rien n'est plus dangereux, rien n'est plus puissant que l'homme qui a osé se trahir. Cet homme n'a plus peur de perdre ses repères, car il a compris qu'ils étaient des chaînes déguisées en certitude. Il n'a plus besoin de défendre une image cohérente, car il sait qu'il peut muter à chaque instant sans cesser d'exister. Il n'a plus besoin de mendier l'approbation, car il a trouvé en lui-même une légitimité que personne ne peut lui retirer. La plupart ne le comprendront pas. Ils continueront de croire qu'il est inconstant, qu'il est dangereux, qu'il est instable. Mais dans ce jugement se cache leur propre incapacité à se réinventer. Si tu acceptes cette trahison silencieuse, tu découvriras que ta force n'est pas dans l'immuabilité, mais dans la capacité à te renier pour t'agrandir. Tu deviendras un homme qu'on ne peut plus réduire à un rôle, un homme qu'on ne peut plus enfermer dans une définition, un homme dont la souveraineté repose sur un pacte intérieur, celui de n'appartenir à aucun visage fixe, celui de préférer l'inconfort d'une métamorphose consciente à la tiédeur d'une fidélité sans éclat. Et maintenant, je veux te poser une question que peu ont le courage de considérer sans détour. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour renoncer à ce que tu crois être? Jusqu'où consentiras-tu à trahir ton ancienne peau si tu comprends qu'elle te retient en arrière? Prends un instant pour laisser ces mots s'enfoncer dans le silence. Il n'y a pas de réponse évidente, seulement un choix qu'aucune théorie ne peut faire à ta place. Si tu ressens que ce chemin te concerne, je t'invite à partager cette vidéo avec ceux qui ont besoin d'entendre que la transformation n'est pas un luxe, mais une nécessité. Abonne-toi et rejoins ceux qui ont compris que la loyauté la plus dangereuse est celle qu'on accorde à son propre personnage. Car c'est seulement en osant cette trahison que tu découvriras la liberté la plus rare, celle d'être l'auteur de ton devenir.